Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur placement pour la retraite. Ou plutôt quels sont les meilleurs placements, puisqu'il n'y a pas un seul placement possible. Et le mieux est bien sûr de diversifier comme toujours. Si vous avez entre 25 et 40 ans, vous vous dites sûrement que la retraite c'est loin, que ça n'a pas d'importance et que franchement on s'en occupera plus tard. Eh bien malheureusement c'est une très mauvaise idée puisque plus vous allez vous y atteler tard, et plus ça va être compliqué de le faire. Donc si vous voulez partir un petit peu plus tôt à la retraite, eh bien ce ne sera pas possible. C'est pour ça que la première partie de cette présentation, eh bien ça va être vraiment l'importance de prévoir sa retraite. Quelques chiffres juste pour vous rappeler un petit peu les bases et vous dire que vous comme moi, on n'aura pas ou quasiment pas de retraite. Il va falloir se faire nous-mêmes un gros complément de revenus. C'est ce qui se passe d'ailleurs chez nos voisins depuis longtemps, dans les pays anglo-saxons, mais pas en France. Eh bien ça va être pareil maintenant. Ensuite, on verra l'immobilier, le plan d'épargne en action, donc le PEA, l'assurance vie, ensuite le PER, le plan d'épargne retraite. Et la dernière, ça va être une autre façon que je vous propose, ça va être une gestion personnelle avec un compte titre ordinaire, donc des investissements financiers via des ETF. J'en dis pas plus pour le moment, on est tout de suite parti avec l'importance de prévoir sa retraite. Bon, normalement, aujourd'hui, ça fait l'actu assez souvent pour savoir que ça va être dramatique et que ça diminue de jour en jour. On va juste revoir pourquoi. Le système de retraite, à la base, il est très simple. Vous avez des personnes qui travaillent. Ici, par exemple, dans les années 1960, eh bien, il y avait 4 actifs, donc 4 personnes qui travaillaient pour une personne inactive, donc une personne à la retraite. Donc il y avait 4 personnes qui cotisaient pour pouvoir payer la retraite de la personne qui a fini de travailler, tout simplement. Et à ce moment-là, l'espérance de vie était de 70 ans, l'espérance de vie à la naissance. Ce qui nous donnait une espérance de vie à la retraite de 13 ans. Donc pendant 13 ans, on avait 4 personnes qui cotisaient pour nous. Sauf qu'entre-temps, les choses ont un petit peu changé, hein, légèrement. L'espérance de vie s'est extrêmement agrandie, donc regardez, 12 ans et demi en plus, donc ça veut dire 12 ans et demi d'espérance de retraite en plus. Alors c'est pas totalement vrai, puisque l'âge de la retraite a été, eh bien, reculé justement. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes à la retraite qu'avant, par rapport au nombre de personnes qui travaillent. Et oui, tous les baby boomers sont à la retraite maintenant. Donc on a 1,5 actifs pour une personne active maintenant qui travaille. Donc vous voyez bien un petit peu le souci. Avant, il y en avait 4 qui finançaient et maintenant il y en a une. Et pendant beaucoup plus longtemps. Et un peu de mathématiques, si avec 4 personnes on finançait une retraite qui équivalait à 50% du revenu le plus haut, d'accord? Eh bien, à quoi ça correspondrait avec 1,5 personnes qui cotisent? Eh bien, ce ne serait plus 50%, mais ce serait 18,75% de notre revenu le plus élevé. Donc vous voyez que ce n'est plus possible. Pour l'instant, il y a des mini-réformes qui arrivent au fur et à mesure. À chaque fois, on a les gens dans la rue, et c'est bien normal, mais dans tous les cas, ça va finir par exploser. On voit ça d'ailleurs en chiffres. Pour revoir un petit peu tous ces chiffres clés, comme vous avez vu, ça se trouve, les montants seront inférieurs à 20% des revenus. Si on garde le même calcul qui a été fait à la base, sans faire exploser la dette, d'ailleurs ça va être ça, hein, regardez, 345 milliards d'euros, c'est la dépense sociale la plus élevée en France, ce sont les retraites. Ça c'est un chiffre de 2019, et ça ne fait que croître évidemment. 17 millions de retraités en 2021, et c'est pareil, ça va faire que grandir également. L'âge moyen de départ à la retraite en France, c'est 62,6 ans. Ça, c'est en 2022. Et le chiffre choc, c'est que la pension moyenne de tous les régimes confondus, donc combien vous allez toucher à la retraite, c'est 1380 euros par personne avant l'impôt sur le revenu. 1380 euros. Vous allez me dire, c'est peut-être pas trop mal, hein, et ça vous suffit. Sauf que si vous avez une maison ou un appartement, par exemple, au moindre petit frais, eh bien, ça va coûter très cher. Et, bien sûr, plus tard, les maisons de retraite et tout ça, eh bien ça coûte 2 à 3 fois ce prix-là. Bon, c'est pas un cours sur les retraites, mais bon, j'espère que vous avez pris conscience qu'il est extrêmement important de prévoir sa retraite soi-même, en tout cas de la compléter. Alors, comment faire? Première possibilité, on va voir l'immobilier, que j'ai divisé en plusieurs catégories. Ici, on va voir l'immobilier, avoir votre résidence principale. À chaque fois, je vais faire les avantages et les inconvénients, en tout cas ceux qui me semblent pertinents, et je vais commencer pour moi avec l'avantage le plus important, ça va être la stabilité et la sécurité. Mais par contre, je ne parle pas forcément de votre résidence maintenant, mais de la résidence principale à la retraite, parce que justement, à la retraite, vous n'aurez pas envie de déménager, vous n'aurez pas envie de retrouver un autre appartement, ce n'est pas comme si vous êtes jeune et que vous pouvez le faire, ensuite, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, avoir sa résidence principale à la retraite, je dis oui.
c'est une chose essentielle. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, même si ce n'est pas pour moi un investissement en soi, puisque c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent quand même. Et si vous avez fini de le payer à la retraite, c'est encore une meilleure chose. Bien sûr, il y aura toujours les taxes foncières, les charges et les réparations, mais au moins fini de payer les murs. Ensuite, bien sûr, les avantages, la liberté, la personnalisation, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est chez vous. Si vous investissez quand vous êtes plus jeune, surtout quand les taux sont bas, c'est une meilleure chose, hein, parce que sinon c'est plus compliqué, construire son capital, ça va vous permettre, si vous restez au même endroit pendant longtemps, de pouvoir capitaliser. Ce que vous allez dépenser en loyer, au début, vous allez d'abord rembourser les emprunts, donc la banque, donc au début, vous allez capitaliser nada, mais ensuite, si vous restez longtemps, vous allez rembourser l'emprunt. Et en remboursant l'emprunt, ça va être de la capitalisation, qui pourra vous servir pour acheter ensuite une autre résidence, quand vous allez revendre votre bien. Évidemment, pour que ce soit rentable, il faut attendre un petit peu, puisqu'il y a beaucoup de frais, hein, les frais de notaire, les frais bancaires, les assurances, etc., etc. Les avantages également, ça va être la stabilité de paiement. Vous allez savoir combien vous allez payer par mois. Toujours pareil dans l'optique où vous allez être un petit peu plus âgé, parce que c'est inévitable malheureusement, vous allez chercher de plus en plus de sécurité, de stabilité, et de savoir combien vous allez dépenser par mois, et qu'on ne va pas vous augmenter chaque année, ça va être très bien. Par contre, il va y avoir évidemment des inconvénients. Déjà, ça coûte cher. Pas tout le monde ne peut investir dans l'immobilier, dans une résidence principale. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il a explosé. Il y a une offre qui est complètement inférieure à la demande, donc ça fait monter les prix vers le haut. Et aujourd'hui, les prix sont complètement surréalistes. Alors peut-être qu'il y aura une crise immobilière à un moment, ou peut-être pas. Donc ça coûte cher, manque de flexibilité. Bon, vous avez vu, j'ai mis un petit yogi, mais bon, c'est pas ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déménager tout de suite. Si vous achetez votre résidence principale pour vivre dedans et que vous voulez la revendre 2 ans après, vous allez perdre énormément d'argent. Comme je vous l'ai dit, avec les frais, vous allez être exposé au marché immobilier. Si vous achetez dans une ville ou dans un village qui prend de la valeur, c'est très bien, mais par contre, ça peut être l'inverse. Ça peut aussi être un endroit qui va perdre beaucoup de valeur. Le marché immobilier, comme tous les marchés, est un marché, donc c'est variable. Depuis longtemps maintenant, les prix ne font que être tirés vers le haut, mais c'est en partie vrai parce que l'argent était gratuit, on vous donnait de l'argent quasiment pour pouvoir emprunter. Là, c'est plus vrai, ça va peut-être revenir, recommencer, mais on ne sait jamais. Les charges mensuelles qui sont élevées parce que évidemment vous achetez votre maison, mais il y a aussi toutes les assurances et également la taxe foncière. Et si vous êtes en appartement, il y a également des charges de copropriété qui peuvent coûter très cher. Bref, il faut se renseigner avant, bien sûr. Et ensuite, c'est un engagement à long terme, parce que je vous l'ai dit, si vous prenez votre résidence principale pour déménager dans 2 ans, 3 ans, ça ne sert à rien et ça va vous tuer votre capital au lieu de le faire croître. Donc il faut déjà être stable, mais c'est plus difficile d'être stable quand on a 25, 30 ans que quand on a 40, 45 ans. Donc l'immobilier, votre résidence principale, mais je ne le mets pas comme un investissement, mais plutôt vraiment comme une sécurité. Pour moi, voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Un investissement, ça vous rapporte de l'argent, et l'immobilier, ça va vous en faire à la limite perdre moins. Et c'est deux choses complètement différentes. On va passer maintenant à l'immobilier locatif. Donc la deuxième possibilité, c'est que là, en fait, vous allez habiter dans une location et vous allez louer tout simplement l'appartement ou la maison que vous avez acheté. Donc vous allez faire de l'immobilier locatif. Il y a beaucoup de possibilités dans l'immobilier locatif. Il y a plusieurs dispositifs, comme par exemple le dispositif Pinel, où vous avez des aides, vous avez plein d'avantages fiscaux. Enfin bref, c'est vraiment un écosystème qui est complet, je ne vais pas le détailler ici. Et en plus, ça évolue continuellement, donc c'est vraiment à suivre. Vous avez également la possibilité d'acheter des maisons en nue propriété, où vous allez être exonéré de certaines choses. Bref, l'immobilier est très complexe. Et je ne conseille pas de faire ça tout seul, sans s'être vraiment renseigné avant ou de connaître quelqu'un qui a déjà fait. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que moi je travaille avec des conseillers financiers, donc si jamais ça vous intéresse d'investir et vous ne savez pas trop comment investir, dans quoi investir, n'hésitez pas. Dans la description, j'ai mis un lien vers un questionnaire qui vous permettra d'être contacté pour être aiguillé en fonction de votre projet. Voilà pour l'immobilier locatif. Alors quels sont les avantages et les inconvénients? Un des avantages les plus importants pour moi, ça va être l'effet de levier. C'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent et que c'est cet argent-là que vous ne possédez pas qui va travailler pour vous. C'est surtout vrai quand les taux d'intérêt sont bas, parce que s'ils sont très hauts, ça va vous coûter cher au début et donc le rendement ne va pas être élevé, voire négatif. Donc vous allez perdre de l'argent tous les mois au lieu d'en gagner. Mais bon, ce n'est pas une cause perdue puisque vous savez que vous pouvez racheter les crédits si jamais. Donc si vous avez du cash, ça peut quand même être une bonne opportunité puisque les prix de l'immobilier ont baissé. Vous pouvez les acheter avec une plus grosse partie en cash et faire racheter la partie de votre crédit plus tard.
Il y a toujours des solutions. Ensuite, eh bien, c'est une lutte contre l'inflation, puisque la plus grande dépense aujourd'hui des Français, c'est notre loyer. Et donc, s'il y a vraiment une grande inflation, eh bien, vous pouvez aussi calquer les prix que vous mettez sur vos locations sur l'inflation, selon le dispositif que vous avez choisi. Et il y a aussi des avantages fiscaux, selon également ce que vous choisissez. Les inconvénients, eh bien, ça va être la capacité d'emprunt. Est-ce que vous pouvez emprunter? Ça, c'est une très bonne question. Les indépendants ont beaucoup plus de mal que les fonctionnaires, par exemple. Et est-ce que c'est intéressant d'emprunter maintenant? Selon quand vous allez regarder la vidéo, bah, ça peut être vrai ou faux, hein, tout dépend des taux d'intérêt et du prix du marché immobilier. Ensuite, les frais. Il y a quand même beaucoup de frais, des frais d'entrée qui sont extrêmement importants, avec les frais de notaire. Si vous passez par des agences, il y a des frais d'agence. Et bien sûr, vous commencez par rembourser le crédit. Donc voilà, ça vous coûte très cher. La liquidité, cet argent, eh bien, il est bloqué dans l'appartement ou dans la maison, hein. Concrètement, vous n'avez aucune liquidité. Il vous faut beaucoup de temps pour revendre la maison ou l'appartement et vous ne pouvez pas le faire tout de suite, comme je vous l'ai dit, sinon vous tuez votre capital. Donc il faut savoir ce qu'on fait avant. On se dit pas je vais acheter un petit appart comme ça qui va me donner des sous de côté, hein, ça marche pas comme ça. D'ailleurs c'est le dernier point, ça ne s'improvise pas du tout. Donc voilà, vous pouvez le faire mais soyez conseillé avant. Et d'ailleurs la plupart du temps on va vous conseiller d'investir dans la pierre papier. Je reviendrai dessus plus tard, c'est en fait tout simplement d'investir dans des sociétés immobilières où vous pouvez faire la même chose, hein, l'épée de levier, tout ça. Sauf que c'est la société qui va s'occuper d'absolument tout et vous allez toucher de l'argent tous les mois. Et s'il y a une augmentation du prix de l'immobilier, eh ben les parts de la société vont augmenter également. C'est une des meilleures choses à faire si on n'a pas le temps de s'y intéresser, mais qu'on veut quand même investir dans l'immobilier. Voilà pour l'immobilier locatif, on va passer maintenant au PEA, le plan d'épargne en action. Ce PEA, il va vous permettre d'investir dans des actions françaises et européennes. Vous l'avez donc compris, ici on parle de marché boursier. Je ne sais pas si vous connaissez votre profil d'investisseur, mais à partir du moment où vous rentrez dans les marchés financiers, il faut quand même avoir un profil au minimum équilibré. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai une vidéo faite pour ça. Soit équilibré, soit dynamique, soit carrément offensif. Et c'est les actions qui vont vous permettre de pouvoir avoir le meilleur rendement. Malheureusement, c'est mon avis et ce sont aussi les chiffres de toutes les dernières années. Ce ne sont pas ni des actions françaises ni européennes qui rapportent les meilleurs rendements. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire que de tout mettre dans un PEA. Alors, les avantages d'ouvrir quand même un PEA, eh bien, ça va être sa fiscalité. C'est fait pour, hein. L'idée, ça va être tout simplement d'acheter des actions, donc on a dit françaises ou européennes, et de les détenir pour au minimum 5 ans. Donc sur une durée moyenne, mais ce qui est très bien dans les actions, hein. C'est même très peu 5 ans pour le marché boursier. L'intérêt, c'est que vous allez être exonéré d'impôts sur le revenu et sur les plus-values et sur les dividendes, si les dividendes sont réinvestis. Déjà, si plus-value il y a, hein, et vous êtes exonéré d'impôts sur le revenu, mais pas de charges sociales. Il faut toujours faire bien attention de dissocier les deux à chaque fois. Vous avez toujours des charges sociales qui aujourd'hui sont de l'ordre de plus de 17%, et ensuite l'impôt sur le revenu, voilà, sur les plus-values et les dividendes. Donc globalement, on a la flat tax, aussi appelée le PFU, qui représente 30%. C'est ce qui se passe généralement dans tous les investissements financiers, 30% de taxation sur les plus-values et dividendes. Et bien là, grâce au PEA, on serait à 17%. Mais évidemment, ça peut être amené à évoluer. Alors pour ce PEA, on a également un plafond d'investissement, donc ça va être 150 000 euros maximum, avant les intérêts. Sachant que de toute façon, tout ce qui est au-dessus de ce plafond, eh bien, fiscalement, il n'y a plus d'intérêt. Bon, ça ne sert à rien d'aller plus haut. Il y a plusieurs possibilités pour en ouvrir. Vous pouvez faire une gestion libre, donc ça veut dire que c'est vous qui achetez ce que vous voulez, concrètement. Et vous pouvez faire également une gestion pilotée. Si vous ne connaissez pas trop le marché boursier, vous ne savez pas dans quoi investir, des valeurs de croissance, des valeurs défensives, des valeurs value. Voilà, si tout ça ne vous parle pas, eh bien vous pouvez quand même toujours investir dans le PEA avec une gestion pilotée. Évidemment, un petit conseil, en France, quand il y a une carotte fiscale, il y a toujours quelque chose derrière. Et bien ici, ça va être les frais. En tout cas, pour la plupart des courtiers. Donc en fait, vous allez ouvrir un PEA avec une banque, généralement, ou des assurances, et selon avec qui vous l'ouvrez, vous allez avoir plus ou moins de frais. Donc il va y avoir des frais de garde, des frais de transaction, des frais ensuite dans ce que vous allez acheter, hein, parce que vous allez acheter peut-être un fonds d'investissement, et bien vous allez avoir et les frais du fonds d'investissement, et les frais du PEA. Et les frais d'arbitrage, ça c'est si vous voulez changer les actions à l'intérieur de votre PEA. Donc pas mal de frais quand même, mais ils ne sont pas tous obligatoires, hein. Aujourd'hui, vous avez par exemple Fortuneo ou Boursorama, donc des banques en ligne qui proposent des PEA à quasiment zéro frais. J'ai d'ailleurs des liens d'affiliation en description qui vous permettent de gagner de l'argent pour ouvrir des PEA ou alors des comptes titres, c'est d'ailleurs pour ça à la base que je les ai. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Les avantages et les inconvénients, on va aller directement aux avantages. Eh bien vous avez vu, on a une fiscalité avantageuse, c'est ça l'intérêt principal. Il y a également une transmission qui est facilitée. Tout simplement, si jamais vous venez à casser votre pipe, eh bien ce PEA il peut être transféré et les avantages fiscaux
fiscaux restent inchangés. Donc ce qui peut être une bonne chose, toutes vos actions partent à vos héritiers et ils gardent les avantages fiscaux. Et l'autre avantage, c'est que c'est une épargne à long terme, hein, ça vous oblige à bloquer votre capital, ce qui peut être une bonne chose pour certaines personnes. L'inconvénient, ça va être la restriction d'investissement. Vous ne pouvez pas investir dans tout. Vous avez bien vu, c'est fait exprès, c'est pour développer l'activité européenne. C'est pour ça qu'il y a des avantages fiscaux. Ils ne vont pas mettre des avantages fiscaux pour aller investir aux États-Unis. Cette restriction d'investissement, elle ne va pas vous permettre de pouvoir aller vers les investissements les plus rentables. Par contre, ça peut être les plus sûrs. Ça va dépendre, bien sûr, de votre aversion au risque et de votre envie, justement, d'aller chercher des rendements plus importants. Autre inconvénient, c'est la durée de blocage. Où on avait vu 5 ans. Donc, pour des personnes, ça peut être bien, parce que si elles ont tendance à vendre n'importe quand, n'importe quoi, c'est une bonne chose. Mais par contre, inversement, si vous aimez bien gérer un petit peu vos fonds, imaginons que pendant ces 5 ans, il y a une grosse crise boursière. Au lieu de protéger vos fonds en mettant un stop loss et en vendant les actions quand c'est encore très haut, et après pour racheter très bas, en fait ce qui est très bien si vous gérez vous-même, là vous allez devoir tout simplement attendre que les cours remontent, et ça peut prendre très longtemps. Donc voilà, ça va dépendre de comment vous vous intéressez aussi au marché boursier. Et vous avez vu qu'il y a également des frais élevés. Notamment sur les ETF, donc les trackers qui sont éligibles au PEA, vous allez avoir des frais qui sont plus élevés que sur des ETF normaux. Donc bien faire attention à tous ces petits frais et puis tous les frais qu'on a vus juste avant. Mais je le dis, ça peut être quand même très intéressant, hein. Si vous voulez investir par exemple dans des valeurs bancaires qui rapportent beaucoup de dividendes, il vaut mieux le faire dans un PEA. Tout simplement parce que vous allez payer moins d'impôts sur ces fameux dividendes. On passe à l'assurance vie. L'assurance vie, la plupart du temps, il y a des grosses erreurs qui sont faites dessus. C'est que tout le monde connaît en fait l'assurance vie, quasiment, sauf que tout le monde connaît le fonds en euros de l'assurance vie. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de l'assurance vie. Le fonds en euros, il a un capital garanti, il a un rendement annuel qui est très bas, mais généralement qui est juste au-dessus des livrets A, par exemple, en fait, qui est calqué aussi sur l'inflation. Par exemple, aujourd'hui, le livret A, il est à 3%, le fonds euro, il est à 3,25%. Ce fonds euro, il peut être très bien. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. C'est comme si vous épargnez, tout simplement, et que votre épargne, elle ne prend pas de valeur puisqu'elle est calquée sur l'inflation. Par contre, ensuite, vous pouvez aller dans les fonds obligataires. Ce sont des fonds qui achètent justement des obligations d'État et d'entreprises qui sont très sûres, ou alors qui sont un peu moins sûres, en fait, ça dépend, parce que c'est vous qui choisissez le fonds obligataire sur lequel vous allez investir. D'ailleurs, ces trois-là, ça s'appelle des unités de compte. Donc vous allez pouvoir investir en fonds en euros et en unités de compte, et vous allez choisir les unités de compte que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre non plus, hein. Et donc, on a également les fonds en actions, donc là, ça va être des fonds d'investissement qui sont plus ou moins rentables. Mais dans ce cas-là, dans ces trois-là, on ne va pas être garanti en capital. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner plus, mais vous allez pouvoir également perdre de l'argent, selon quand vous allez retirer vos fonds. Et il y a également l'investissement en pierre-papier. Vous pouvez investir via des SCI, des SCPI, comme si vous achetiez un appartement, mais vous pouvez investir à l'intérieur d'une assurance vie. Et ça peut être très bien pour la transmission de patrimoine. Si patrimoine il y a, bien évidemment. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? On va commencer par les avantages. Une fiscalité avantageuse, c'est surtout à partir de 8 ans qu'elle devient vraiment très avantageuse. Avant, ce n'est pas forcément vrai. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que toute la transmission est facilitée, ça c'est vrai, vous le connaissez, mais surtout avec les placements que vous avez faits avant 70 ans, avant vos 70 ans. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Vous me direz 70 ans, ça arrive pas demain, ou peut-être que si, ça dépend quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais le mieux c'est quand même de s'y prendre vraiment à l'avance. Et de toute façon, justement, ça me fait aller sur ce point-ci, c'est que le capital n'est pas bloqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous pouvez racheter des parts de votre assurance vie. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement sortir votre argent de l'assurance vie. Vous avez dit, je veux faire une assurance vie, mais finalement, vous avez un besoin immédiat pour quelque chose, un projet, je ne sais pas ce que vous voulez, vous pouvez sortir votre capital. Alors, ce n'est pas immédiat, il faut quelques jours, mais voilà, vous pouvez le sortir sans souci. Et vous n'allez pas être surtaxé pour le sortir. Donc dans tous les cas, ça peut être une très bonne chose d'ouvrir une assurance vie. Et si vous avez besoin des fonds, vous les reprenez. Si vous n'en avez pas besoin, vous allez avoir les avantages fiscaux. Et on a vu la diversité des supports. Vous pouvez vraiment investir dans plusieurs choses et pas seulement le fonds en euros qui dans ce cas-là n'est pas très intéressant. Il sert même plutôt quasiment à rien concrètement si vous avez 25 ans. Si ça vous intéresse, c'est pareil, allez voir dans la description le questionnaire pour voir quelle assurance vie est la meilleure pour vous. Puisque la meilleure pour moi ne serait pas la meilleure pour vous, hein. Je le rappelle, chaque personne est différente et a des besoins différents, tout simplement. On va voir maintenant les inconvénients. Il y a des frais selon l'assurance vie que vous allez prendre.
selon avec qui vous allez la prendre. Et justement, c'est à ça que servent aussi les conseillers financiers, à ce que vous ne preniez pas n'importe quoi, juste uniquement parce que c'est pas très cher à l'entrée, par exemple. Parce que après, il peut y avoir beaucoup de frais. Donc il y a des frais d'entrée, des frais de gestion, d'arbitrage, de rachat. Enfin, il y a plein de frais qui peuvent exister ou qui peuvent ne pas exister. En fait, ça va dépendre vraiment avec qui vous prenez cette assurance vie. Et il faut se rappeler également que le gratuit n'est jamais gratuit. Si c'est gratuit à l'entrée, c'est peut-être parce que ça va être plus cher après. Il y a toujours des calculs à faire. Et de toute façon, quand vous prenez une assurance vie, tous les frais sont explicitement montrés. Normalement. Il faut savoir également qu'il y a un plafond fiscal pour cette assurance vie. Alors en fait, en réalité, vous mettez autant d'argent dessus que vous voulez, sauf qu'il n'y a qu'une partie qui va être intéressante. Par exemple, pour la transmission, sur les fonds que vous avez mis avant 70 ans, et ben, vous avez un plafond fiscal à 152 000 euros 50 pour chaque héritier. Donc imaginons ils sont deux, bah, c'est 300 000, ok. Et si vous êtes marié, c'est multiplié par deux. Et au-delà de ce capital, eh bien, il va y avoir une imposition qui va être très forte. Donc ça ne sert à rien non plus d'avoir 3 millions sur une assurance vie. Je n'ai pas explicitement marqué le plafond fiscal parce qu'en fait, une assurance vie, c'est assez complexe. Il y a pas mal en fait d'éléments qui vont faire que votre situation va engendrer tel ou tel plafond. Et il y a vraiment plein de situations différentes. Et comme c'est pas non plus un exposé sur l'assurance vie, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire le petit questionnaire et puis sinon à vous renseigner par vos propres moyens. Et la durée de détention, eh bien c'est 8 ans minimum pour avoir vraiment des avantages fiscaux. 8 ans, ça peut être très long. Sauf quand on épargne pour la retraite, évidemment, elle est dans un peu plus de 8 ans pour certaines personnes, dont moi par exemple. Mais la bonne chose aussi avec l'assurance vie, c'est que vous pouvez la racheter à n'importe quel moment et vous pouvez très bien la racheter justement au moment de votre retraite quand vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de la racheter en une seule fois, vous pouvez la racheter part par part. On passe maintenant au nouveau plan, donc le plan d'épargne retraite. Au vu de son nom, vous devez vous dire, mais pourquoi il ne nous a pas parlé que de ça depuis le début? Eh bien, on va voir pourquoi tout de suite. Déjà, au niveau de la composition, c'est exactement la même chose que la composition de l'assurance vie. Donc si ça vous intéresse, revenez en arrière sur la slide de l'assurance vie, c'est exactement la même chose, mais ça ne va pas fonctionner de la même manière. Tout simplement, avec le PER, vous allez avoir une défiscalisation immédiate de vos impôts. Vous allez tout simplement pouvoir compléter vos versements avec une part de votre impôt. D'accord? Donc vous avez vraiment une défiscalisation immédiate. C'est génial pour ça. Imaginons que vous allez mettre 300 euros de votre poche, et bien avec la part des impôts, ça va vous faire un versement de 400 euros par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1 du PER. Ça vous permet de défiscaliser un petit peu. Mais attention, je vous ai dit, en France, carotte fiscale, il y a toujours des choses. On y revient juste après. Les versements flexibles, vous me versez ce que vous voulez sur votre PER quand vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Et par contre, point essentiel de chez essentiel, qu'on reverra justement dans les inconvénients, on ne peut que sortir notre capital pour la retraite. Enfin, il y a quelques toutes petites exceptions qui ont été rajoutées, j'y reviens juste après. Mais c'est vraiment que pour la retraite. Sauf que la retraite, on ne sait pas quand ça va être. D'accord? Donc s'il y a la retraite à 70 ans, mais que vous voulez partir à 60 ans, et bien votre PER, vous ne pourrez pas le toucher. Et vous l'aurez dans l'os. Donc ça, pour moi, dans la conjoncture actuelle, c'est vraiment pas la bonne solution. En tout cas, il ne faut pas compter que sur ça. Puisque investir justement quand on a 25-30 ans avec des fonds bloqués jusqu'à la retraite, c'est vraiment pas une bonne idée. Puisque pour l'instant, peut-être que c'est bien, sauf que vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont être extraordinaires entre temps, que vous ne pourrez pas faire si vos fonds sont bloqués. Alors qu'avec l'assurance vie, vous aurez pu les sortir, les racheter tout simplement et pouvoir investir. On ne sait jamais de quoi la vie est faite, donc moi le blocage jusqu'à la retraite, vraiment, à part si vous avez entre 50 et 60 ans, dans ce cas-là, évidemment, il y a beaucoup moins d'incertitudes, et en plus les revenus peut-être un petit peu plus élevés, donc la défiscalisation plus intéressante, mais voilà, vraiment c'est pour moi pour les plus de 50 ans, donc absolument pas vous j'imagine. Ils ont quand même rajouté des rachats anticipés sous certaines conditions, mais c'est sous les conditions extrêmes. Par exemple, le décès du conjoint ou du partenaire de Pax, bon c'est pas top, une invalidité, une situation de surendettement, et également maintenant si vous voulez acheter votre résidence principale. Ça s'améliore au fur et à mesure, mais on ne sait jamais, ça peut évoluer en bien comme en mal. On voit les inconvénients puisqu'il y en a quand même pas mal. Justement, les fonds bloqués jusqu'à la retraite, je vous l'ai dit, je vais pas revenir dessus. Et surtout, deuxième énorme inconvénient, je vous ai dit qu'il y avait une défiscalisation à l'entrée, mais par contre, il y a une fiscalisation à la sortie. Vous allez avoir une sortie qui va être imposée. Donc c'est quand même triste. À l'entrée, évidemment, on vous offre un cadeau, mais on vous le reprend à la sortie. Et en plus, on vous le reprend. Enfin, pour l'État, ça fait plus d'argent. Bon, pour vous, c'est quand même pas mal, puisque si jamais vous mettez vos fonds sur des actions qui prennent de la valeur, par exemple, eh bien, au lieu d'avoir 300 euros qui capitalisent, vous avez 450, imaginons. Donc, si ça prend 4% par année, par exemple, eh bien, les intérêts composés vont faire que si vous commencez à 450 euros, à la fin, ça va faire beaucoup plus. Donc, c'est pas non plus déconnant, je vous l'ai dit, si vous avez plus de 50 ans, c'est pas mal. Et pour l'instant, choix de sortie irrévocable. En fait, à l'arrivée de la retraite, soit vous pouvez récupérer tout d'un coup, ok,
ok, soit l'avoir en partie tous les mois. Vous pouvez décider soit l'un soit l'autre pour vous compléter vos revenus. D'où le fait qu'après ça va être imposé sur le revenu, jusqu'à épuisement évidemment de votre PER. Et pour l'instant, c'est irrévocable. Donc si vous décidez de le prendre mois par mois, et que finalement vous voulez investir pour faire une transmission ou je ne sais quoi, et ben vous ne pouvez pas. Et ça c'est quand même triste, ou alors tout simplement si vous avez besoin d'argent parce que vous rentrez en maison de retraite, donc vous avez besoin de plus d'argent pour pouvoir le payer, et bien vous ne pouvez pas pour le moment, c'est irrévocable. En gros, la conclusion pour moi, c'est que pour les jeunes, je préconise l'assurance vie plutôt que le PER pour l'instant. À voir comment ça évolue, parce que de toute façon, il va y avoir de plus en plus d'assurance vie et de PER qui vont être ouverts, vous avez vu pourquoi, avec les problèmes de la retraite. Et on passe maintenant au dernier, donc là c'est la gestion personnelle via compte titre ordinaire. C'est pas du tout conseillé pour tout le monde, mais peut-être pour vous, puisque vous regardez ma chaîne et que vous en êtes encore là, c'est pour ça que j'en parle. J'ai une formation d'ailleurs de bourse, où je détaille vraiment comment faire ça très simplement. Qu'est-ce que j'entends par gestion personnelle? Et ben, c'est tout simplement de vous ouvrir, vous, un compte titre, donc un compte titre ordinaire, donc là, pas de PEA, pas de rien du tout. Donc il n'y a aucun avantage fiscal, mais par contre, vous allez pouvoir investir sur ce que vous voulez, vendre quand vous voulez, et il y aura beaucoup moins de frais. Donc en fait, l'argent que vous allez gagner, vous allez vraiment le gagner. Et plus vous enlevez d'intermédiaires, et plus le gain va être important théoriquement. Et donc moi évidemment je préconise un DCA. Donc en fait c'est tout simplement de faire la moyenne des coûts. Ça revient en pratique à acheter toujours le même montant de la même action tous les mois par exemple. Et je préconise de faire ça sur des ETF, sur des trackers qui reprennent des indices, qui reprennent la valeur par exemple du CAC 40, des 40 plus grandes entreprises françaises. Sauf que je préfère préconiser en Amérique, donc le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, ou bien alors si vous êtes un petit peu plus joueur, le Nasdaq 100, donc les 100 meilleures entreprises du Nasdaq, donc la bourse technologique avec les GAFAM, Amazon, Google, Meta, tout ça, tout ça. Et ça va vous permettre de diversifier, ça va vous permettre d'avoir une performance à long terme qui est énorme, hein, beaucoup plus élevée que si vous étiez en fonds d'investissement, mais parce qu'il y a plus de risques aussi. Voilà, donc c'est pas fait pour tout le monde, et ça va pouvoir vous permettre d'investir sur le marché américain. J'ai mis là marché américain, mais sur tous les marchés, hein, les marchés émergents, sur plein de choses, mais il faut savoir que le marché américain, il est quand même beaucoup plus solide, et les rendements sont plus importants historiquement parlant. On voit d'ailleurs eh bien, les inconvénients et les avantages dans l'autre sens, avantage inconvénient, eh bien la performance, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment pour moi le truc numéro un, parce que pour moi ça c'est vraiment de l'investissement plus que de la construction de patrimoine. De faire les choses soi-même, de comprendre, ça va vous permettre vraiment d'avoir une performance bien supérieure si vous vous tenez au plan de base. C'est un peu ça le problème. La facilité, hein, franchement, vous ouvrez un compte chez De Giro par exemple, j'ai un lien également affilié dans la description. Pourquoi De Giro? Tout simplement puisque c'est le courtier le moins cher, sans frais cachés, en ligne, facile d'utilisation. Et quand je vous dis le moins cher, c'est extrêmement moins cher que par exemple si vous preniez votre banque ou quoi que ce soit. Avec votre banque, vous allez être limite rentable, alors que là, vous allez être extrêmement rentable. C'est pas des petites différences, hein. Quand vous achetez un ETF, vous avez les frais de gestion, mais généralement ils sont compris à l'intérieur du prix de l'ETF, donc vous ne voyez même pas. Et les frais de gestion, ils sont de l'ordre de 0,2 à 1% par année, contrairement à un fonds d'investissement qui lui sera beaucoup plus. Et évidemment la liquidité, hein, si jamais vous avez besoin de liquidité, eh bien vous pouvez revendre tout de suite vos actions, bon, en espérant avoir fait une plus-value. Ça ne sert à rien d'investir pour un an, on n'est pas sûr que ça va monter en un an, mais voilà, vous pouvez quand même vendre vos fonds à tout moment, et puis si jamais justement il y a une crise boursière, et que vous avez placé des ordres pour vous protéger, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de cette crise, et dans ce cas-là, la performance va être explosive. Les inconvénients, eh bien, c'est que il y a une incertitude, on n'est pas sûr que les marchés continuent d'augmenter pour les 20-30 prochaines années. Hein. Bon, il faut bien comprendre quand même que toute la présentation que je vous ai faite, en fait, elle prend en compte les actions. Et les actions dans lesquelles vont investir les fonds d'investissement, ça va être les mêmes que vous allez faire en direct. Donc en fait, tout simplement, si vous n'êtes pas performant, eh bien eux ne le seront pas non plus. Que vous ayez mis votre argent d'un côté ou de l'autre, ce sera pareil. Sauf que d'un côté, si ça monte vraiment, eh ben, ce sera beaucoup plus rentable de le faire soi-même. La discipline, c'est peut-être ça le plus important. Est-ce que vous avez une discipline? Parce que si vous n'en avez pas, vaut mieux aller vers quelque chose qui vous discipline de manière forcée, avec des versements par exemple sur une assurance vie. C'est plus compliqué avec le DCA sur ETF, si vous avez des gros montants à placer d'un coup, je sais pas, vous avez un héritage, vous avez 100 000 € à placer, je dis 100 000 complètement au hasard, hein, mais voilà, eh bien ça va être plus dangereux de les mettre en une seule fois ou même en un an, parce que les marchés boursiers sont volatiles, hein, je vous l'ai dit, donc c'est plus compliqué de placer une grosse somme au bon moment. Après, vous pouvez également la faire en DCA sur 2, 3, 4 ans.
c'est moins intéressant. Et également, bah, la fiscalité, il n'y a aucun avantage fiscal, hein. Vous allez vous prendre une flat tax, ou alors choisir tout simplement de prendre les prélèvements sociaux, donc 17%, plus votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI. En gros, à combien vous êtes d'imposition par mois, marqué sur votre fiche de paye, généralement, ou votre déclaration d'impôt, et ce serait plus exact. Donc voilà, c'est au choix. En gros, pour conclure, est-ce que vous préférez vous-même les choses? Et il faut savoir que dans ce cas-là, il faut quand même s'y intéresser, parce que, bon, faire vous-même les choses, si vous y intéressez vraiment pas du tout, bah, vous allez peut-être être moins rentable, et encore pas sûr, hein, pas sûr. Et dans l'autre cas, est-ce que vous préférez aller vers des fonds d'investissement qui vont faire les choses de manière professionnelle et prendre une partie des frais? Voilà, ça va être vraiment le choix que vous avez, mais dans tous les cas, j'espère que vous avez compris qu'il faut agir pour votre retraite. Et quand je dis votre retraite, c'est même pour toute votre vie, hein, parce que si vous voulez partir à la retraite avant, et bien justement, plus vous commencez tôt, et plus ça va être possible. Et si vous ne faites rien, eh bien malheureusement, votre situation est prévisible. On va vous retrouver dans la rue en train de faire la grève dans 40 ans. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, finissons sur un message positif. Maintenant, ça va être à vous d'agir, vous avez toutes les clés en main. J'ai une formation bourse si ça vous intéresse, d'autres formations d'ailleurs aussi, d'autres vidéos sur les investissements qui peuvent être très importantes, surtout celles sur définir votre profil d'investisseur, qui pour moi en fait va découler un petit peu tout. J'ai le petit lien dans la description vers le questionnaire. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!